Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par 4FEM et consacré à des exemples d'applications sur la simulation numérique. Donc, je vais commencer ce webinaire de 2 heures à 3 heures sur une session qui est dédiée aux applications pour l'industrie horlogère. Et ensuite, à partir de 3 heures, on aura des exemples d'applications dédiées à la simulation optique, avec notamment une présentation et un témoignage de l'industrie horlogère. Je vais dire un peu plus sur les slides qui suivent. Donc pour débuter, dans le passé, pour les conférences physiques, c'est vrai qu'on avait besoin de présenter les issues de ce cours. Donc tout d'abord, quelques slides sur les connexions de ce cours. Donc pour ceux qui m'entendent pas, mais qui arrivent à voir les slides qui passent, voilà, de ne pas oublier de cliquer sur Connect Audio. Donc évidemment, ces personnes-là ne peuvent pas m'entendre, mais j'espère que la slide est assez claire. Et puis, je pense que voilà, les problèmes de son sont résolus chez tout le monde. Et je passe à la slide suivante, sur tout ce qui est discussion et chat. Donc, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être données pendant ces 2 séances. Et puis, n'attendez pas forcément la fin des séances pour poser vos questions. Vous pouvez les poser en direct en utilisant ici le bouton de chat. Puis, si on peut, on va y répondre en direct. Et si jamais on voit qu'il y a un petit décalage ou autre, on prendra un petit peu de temps dans tous les cas en fin de séance pour les traiter. Très bien. Donc, voici ici le planning de 2 heures à 3 heures. Donc, on va parler d'exemples d'applications avec le logiciel ANSYS, de simulation numérique sur des composants horlogers, que ça soit, il y aura une grosse partie mouvement, une autre partie, grosse partie dédiée à l'habillage. C'est une présentation que j'ai déjà donnée dans le passé et que je redonne encore avec grand plaisir. Ce sera exactement la même présentation que précédemment. Et ensuite, de 3 heures à 4 heures, eh bien, on aura un webinaire qui sera dédié au calcul optique. Donc, vous aurez une présentation de cas d'application générale faite par Julien Duchesne d'ANSYS. Et ensuite, vous aurez aussi des exemples plus pratiques avec Xavier Rousset, qui a créé sa propre marque horlogère et qui a des montres particulièrement élégante et qui va nous montrer comment eh bien, la simulation numérique et notamment la partie optique de la simulation numérique a pu l'épauler dans sa démarche. Donc je commence avec la première partie, la simulation numérique au service de l'industrie horlogère. Alors tout d'abord, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Bernard Feuillard, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille dans l'entreprise 4FEM. Je fais partie de l'équipe technique et donc j'utilise le logiciel ANSYS régulièrement. Et je vais aussi me permettre bien de présenter peut-être 4FEM aussi, avant de partir sur ces 2 gros piliers que sont les cas d'application sur le mouvement et sur l'habillage. Et on aura ensuite, dans un dernier temps, un petit résumé sur ce qu'on a dit pendant cette séance, ainsi que comment, enfin les produits, les services que l'on propose, comment ensuite travailler ensemble si vous le souhaitez, si vous souhaitez utiliser ces services-là de la simulation numérique. Donc tout d'abord, 4FEM, c'est une entreprise qui est dédiée à la simulation numérique, donc qui accompagne ses clients dans l'utilisation de la simulation numérique, on va dire de A à Z, que ça soit sur la compréhension de ce que les différents produits peuvent faire, et ce webinaire s'inscrit dans ce cadre-là, que ce soit sur la formation, c'est-à-dire qu'on vous apprenne à utiliser le logiciel, la mise à disposition des licences, puisque 4FEM est un distributeur du logiciel ANSYS, essentiellement ANSYS, ainsi que la réalisation de mandats de consulting. Si vous n'avez pas les ressources ou les compétences de réaliser tel ou tel type de calcul, eh bien 4FEM peut le réaliser pour vous. Et de manière plus générale, c'est un support technique. Lors de votre utilisation, vous pouvez nous contacter et puis on vous épaulera si vous êtes bloqué. L'idée, c'est que vous ne restiez pas seul et que l'entreprise à travers ces équipes techniques dont je fais partie, puissent prendre un petit peu le relais, vous conseiller sur les choses à mettre en place. Alors pour vous présenter de manière plus globale, l'entreprise 4FEM a été fondée au sud de l'Allemagne, à Grafing, à côté de Munich, est particulièrement présente dans la région qu'on appelle le Dar, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.
va dire c'est le pôle fort de CADFEM et dispose de plusieurs centres, notamment le centre de Renan, à côté de Lausanne, et aussi celui de Lyon, en France, pour la partie francophone. Donc on est notamment bien implémenté en Romandie. On travaille beaucoup de ce fait-là avec l'horlogerie. C'est un domaine qui nous tient à cœur, qu'on aime beaucoup, avec lequel on a beaucoup de partenaires, et puis on se réjouit toujours d'épauler des partenaires existants et puis de rencontrer des nouvelles entreprises que l'on peut aider à travers nos produits. Donc, on est ce qu'on appelle un Ansys Elite Channel Partner, c'est-à-dire qu'on est reconnu par Ansys comme étant un partenaire élite pour la distribution des licences et pour l'accompagnement des clients. Donc, l'objectif d'avoir ces channel partners pour Ansys, c'est d'avoir des entreprises telles que CADFEM qui ont, on va dire, une liaison de proximité avec les industriels. Donc, ça peut être une proximité géographique, comme c'est le cas avec une implantation, par exemple, en Romandie, mais aussi une proximité, on va dire, technique. À partir du moment où on a réalisé un certain nombre de projets consulting ou de formations spécifiques, dans le domaine notamment ici horloger, eh bien forcément, on acquiert des réflexes, on acquiert des compétences qu'on peut ensuite distribuer à nos clients et en faire, on va dire, aussi le messager entre les développeurs qui sont chez Ansys en termes de besoins et les utilisateurs. Donc, pour expliquer les nouveautés d'Ansys, en quoi est-ce qu'elles servent aussi à améliorer l'utilisation pour l'industrie qui est la vôtre. Donc voilà un petit peu pour l'introduction de CADFEM. Donc, comme je vous disais, on a beaucoup travaillé avec l'horlogerie. On travaille, euh, c'est encore une des industries pour lesquelles on travaille énormément. Et ici, j'ai une slide pour montrer deux exemples. Il y en a plusieurs que je pourrais donner avec d'autres marques. Vous pouvez les retrouver sur notre site. Euh, il n'y avait pas de choix particulier sur plutôt montrer une marque ou une autre. C'est juste qu'il fallait montrer quelque chose. Voilà, faut pas le prendre mal pour ceux qui sont pas sur la slide. Ici, c'est un travail qu'on a réalisé avec Audemars Piguet, donc c'est un travail qui était public, du coup, qu'on a pu présenter à plusieurs reprises, que je représente ici. L'objectif était d'optimiser ici un mécanisme de quantième. Donc ça a été fait avec le logiciel Ansys. Puis vous allez voir à travers la présentation en quoi le logiciel permet un petit peu de réaliser ces travaux d'optimisation, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un système. Je ne vais pas en dire plus parce qu'on va l'expliquer plus en détail, pas forcément sur celui-là, sur ce quantième-là, mais pour montrer un petit peu les atouts du logiciel dans la dynamique. Et le deuxième ici chez Chopard, avec l'optimisation d'un ressort spiral. Alors les ressorts spirales, on les connaît bien, mais ici c'est un ressort spiral qui est plat. Et comme vous le savez, un ressort spiral qui est plat a son centre de gravité qui va bouger un petit peu dans tous les sens, si vous me permettez l'expression, lorsqu'on va venir l'enrouler ou le dérouler. Donc c'est ce qu'on peut voir ici sur la slide. Et l'objectif ici de notre client était d'avoir un centre de gravité, un centre de rotation qui reste constant ou relativement constant à travers le temps, à travers les différents roulements, déroulements du spiral, à des fins esthétiques tout simplement. Donc pour réaliser cela, on a réalisé une optimisation. Donc d'abord, on a simulé le modèle, on a ensuite paramétré le modèle, on a conduit toute une phase d'optimisation et on est arrivé à une solution géométrique en jouant sur les épaisseurs notamment, qui nous a permis d'assurer que ce spiral plat conserve ici un centre de rotation constant. Donc ça a été une des applications donc, du logiciel Ansys avec l'objectif de remplir le cahier des charges technique, qui est qu'un spiral doit avoir une certaine rigidité, une certaine durée de vie, etc. Mais aussi les exigences esthétiques, qui étaient ici que le centre de gravité, le centre de rotation devait rester aussi constant que possible. Donc voilà pour deux cas d'application. Et comme je disais, vous pouvez en trouver plus sur notre site internet. Donc je vais tout de suite me lancer dans le cœur du sujet avec des exemples d'applications dédiées au mouvement dans une première partie et ensuite on ira sur les exemples d'applications dédiées à l'habillage. Donc pour le mouvement, je pense que la première chose qui vient à l'idée, c'est les études de ressort. Est-ce que mon ressort va pacifier? Est-ce que mon ressort va satisfaire le nombre de cycles que j'attends de lui? Est-ce que mon ressort va me permettre d'obtenir un couple qui est suffisant? Ou à l'inverse, est-ce qu'il va consommer un couple qui est trop grand et ainsi pénaliser le fonctionnement du mouvement?
Donc c'est des questions auxquelles on va essayer de répondre et puis, vous allez voir qu'on va traiter aussi d'autres problématiques, notamment des problématiques dynamiques et cetera. On va voir, chacun de ces points ici présents les uns après les autres. Donc tout d'abord pour l'étude de ressort sur lequel je vais passer la plus grosse partie du temps parce que c'est le premier pour bien expliquer un petit peu ce qu'apporte la simulation par rapport à des tests physiques notamment. Et je vais vous présenter aussi un petit modèle que j'ai ici réalisé, que je vais faire passer à l'écran tout de suite. Voilà. C'est un modèle qui va vous parler, c'est un modèle ici avec, un ressort, c'est un sautoir, sur une roue. Et puis quand on a un système tel que celui-là, souvent les questions qu'on se pose, c'est déjà quelles sont les contraintes au niveau du ressort, ou sans parler technique déjà, est-ce que le ressort va plastifier, est-ce qu'il va se déformer, de manière, permanente ou non? Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le couple, qu'il me faut pour, tourner ici ma roue, donc pour pouvoir actionner ce sautoir. Et après on peut se poser d'autres questions que j'évoquerai, dans un deuxième temps. Alors tout d'abord avec le logiciel ANSYS, donc c'est, ANSYS, c'est le leader en simulation numérique. L'outil qu'on utilise ici, qui est ANSYS Mechanical, c'est, l'outil qui vous permet de réaliser des calculs qui sont ce qu'on appelle non linéaires, c'est-à-dire qui prennent en compte, et bien tous les différents aspects de non-linéarité qu'on peut avoir dans des matériaux, dans des géométries et cetera. Donc c'est un logiciel qui se veut, absolument, performant et fiable, donc précis. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc on a ici notre, ressort. On va définir, un contact pour indiquer qu'il y a un contact, tout simplement entre notre ressort et notre roue. Et ensuite on va définir, on a plusieurs ici, conditions limites qu'on peut définir. Ça peut être des rotations, des déplacements et cetera. C'est exactement la même chose que si vous voulez faire un test en physique. Vous avez besoin d'expliquer à la personne qui va réaliser le test ce qu'elle doit faire. Donc ici on va tout simplement dire au logiciel: «Je prends mon ressort, je vais d'abord le préarmer, lors de son positionnement. Et ensuite, une fois que mon ressort sera préarmé, je vais tourner ma roue de combien? Eh bien l'angle qu'on a défini ici, c'est l'angle qui correspond au passage d'une dent à l'autre, tout simplement. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il suffit de cliquer sur Solve. Donc là, j'ai déjà fait le calcul. C'est un calcul qui a pris 1 minute et 16 secondes. Puis vous allez voir ici le résultat. Donc je vais tout simplement faire tourner ma roue après avoir mis en place après contrainte sur le sautoir. Et donc, vous voyez ici le petit film, ce qui se passerait en fait dans la réalité. Donc dans la réalité, on verrait ça en fait, on verrait la déformation, puis on verrait pas forcément beaucoup plus. En tout cas, ce que je vais vous présenter là, c'est quelque chose qui est difficile à percevoir dans la réalité, ça va être les contraintes. Et là, c'est l'avantage d'utiliser un outil numérique, c'est qu'on peut voir les contraintes à l'intérieur de notre ressort, sur toute la lame du ressort. Donc pas seulement un endroit donné, mais vraiment sur l'ensemble du système. Et on va pouvoir essayer de comprendre s'il y a un risque de plastification ou non. Donc si vous avez un matériau ici du sautoir qui est un Durnico, qui va plastifier plutôt dans des valeurs proches aux alentours de 1000 mégapascales, eh bien ici vous voyez, on va monter sur des contraintes ici von Mises équivalentes qui sont dans les 650 mégapascales. Donc on sait qu'on ne va pas plastifier, ce que vous voyez ici sur l'échelle. Ce qu'on peut voir aussi, c'est la fibre neutre. Donc effectivement, on va avoir une partie qui va être de la compression, une partie qui va être de la traction lors de la sollicitation du sautoir. Et donc toute la partie au centre, c'est une fibre neutre qui elle ne voit pas de contrainte. Donc tout ça, on le perçoit avec la simulation. La simulation numérique, c'est vraiment comme si on mettait un petit peu des lunettes spéciales qui nous permettaient de voir à travers la matière et d'obtenir toutes ces informations-là. Je vous parlais aussi de traction, de compression. On peut aussi regarder, au lieu de regarder des contraintes équivalentes, regarder des contraintes principales maximales ou minimales. Donc ici, maximale, le maximum du maximum, c'est des contraintes en traction. Et ici, le minimum du minimum, ça va être des contraintes en compression. Donc tout ça, c'est des choses aussi que l'on peut percevoir, que l'on peut mesurer avec un outil de simulation numérique. Donc, on a déjà répondu à la première question, est-ce qu'il plastifie ou non? La deuxième question, quel est le couple qu'il me faut au niveau ici de la roue? Eh bien, c'est pas compliqué, étant donné que j'ai fait tourner ma roue, je peux en extraire le couple, on appelle ça un couple de réaction, un moment de réaction. Donc ici, ça serait un moment de réaction au fur et à mesure des différentes étapes. Et ce que j'ai fait ici, j'ai tracé un petit diagramme qui permettait de regarder le moment de réaction en fonction de l'angle de rotation de la roue. Donc ici, avec un angle de 0, on est là. On a un angle de rotation, un moment de rotation pardon, qui est négatif au début. Tout simplement parce que c'est, une force qu'on va devoir, donner au système et ensuite, au bout d'un certain angle, qui est ici dans les 9 degrés, on voit qu'on a une inversion du moment de réaction. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va être le sautoir qui va me restituer, l'énergie qu'on lui a donnée en termes de déformation. Donc dans un premier temps, je force pour déformer mon sautoir et dans un deuxième temps, c'est le sautoir
qui pousse ma roue et entre guillemets, il faut que je freine ma roue pour l'empêcher de tourner et c'est pour ça qu'on a cette inversion du moment. Et à partir du moment où on a une courbe comme ça, on peut, apprécier, les différents moments positifs, et négatifs. Donc on voit que le moment, maximum qu'il faut donner au système pour tourner la roue, est ici, de un petit peu plus de 0,13 Newton-millimètre, alors que le sautoir va me donner un moment maximum qui est beaucoup plus grand, qui est dans les 0,32 Newton-millimètre. Et ça, c'est uniquement pour des raisons géométriques. Ça va être la base aussi de l'optimisation de votre géométrie. À partir du moment où vous avez compris la courbe que vous avez, vous pouvez commencer à jouer sur des paramètres, par exemple, de modifier la géométrie de la tête, de votre sautoir ou de la denture et regarder qu'est-ce que ça apporterait, en termes de couple. Heu, donc vous le verrez en fonction de la rotation, on pourrait faire des études comparatives et ça, c'est une des grandes forces aussi de la simulation numérique, c'est par rapport aux tests physiques. C'est-à-dire que si vous voulez faire des variantes, c'est extrêmement simple. Une fois que votre modèle est fait, il suffit de réimporter la nouvelle géométrie, puis vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez pas à redéfinir les contacts, vous n'avez pas à redéfinir des conditions limites, à redéfinir des résultats. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Solve ou Update, mettre à jour, et puis le calcul se fera automatiquement et vous obtiendrez votre nouvelle courbe. Donc ça, c'est une grande force de la simulation numérique pour tout ce qui est études comparatives. Alors j'ai une question qui m'a été posée, est-ce que la raideur du ressort est constante? Alors ici, c'est une des grandes forces du logiciel ANSYS, c'est ce que je disais au début, on fait des calculs qui sont non linéaires. Qu'est-ce que ça signifie non linéaire? Notamment dans ce cas-là, quand on a un sautoir de ce type-là, plus on a une rigidité donnée au début, et plus on va le déformer, plus la rigidité, va évoluer en fonction de la déformation. C'est un petit peu la même chose que si vous prenez une canne à pêche qui a un embout, avec une section très fine et puis proche du manche, là vous la tenez, la section est beaucoup plus grande, et lorsque vous allez tirer sur votre canne à pêche, au début vous allez solliciter un bout auquel la section est faible, donc faible rigidité et puis plus vous tirez, plus la rigidité de l'ensemble va être plus élevée. Et en plus, il y a des phénomènes géométriques qui fait qu'au début, on est sur quelque chose qui est complètement fléchissant, comme une poutre qui fléchit. Et ensuite, on a une première partie qui est pratiquement en traction pure, alors que c'est uniquement dans une deuxième zone où on aurait une flexion. Donc tous ces aspects comme ça de variation de la rigidité selon la section et selon la sollicitation. Donc en d'autres termes, comment est-ce que ma rigidité évolue selon la déformation? ANSYS est capable de le gérer, ce qu'on appelle la gestion des non-linéarités. Donc ici, effectivement, la raideur n'est pas constante, elle évolue, en fonction du temps. Il y a aucun souci pour que qu'Ansys arrive à gérer ça et c'est une des forces, hein, c'est pas f tous les logiciels arrivent à gérer ces contacts non linéaires et la gestion de ces non linéarités au niveau des matériaux et des géométries. Il y a pas de limite là-dessus, sous Ansys. Ensuite, un deuxième avantage de faire des études comparatives aussi sur un outil de simulation numérique, c'est que si vous faites des études comparatives, dans la vraie vie, bien quand vous modifiez un seul composant, par exemple ici la largeur de la lame, bien vous pensez avoir modifié que ça, mais vous avez modifié beaucoup plus. Si vous fabriquez à nouveau, ici le sautoir, vous aurez peut-être ici aussi ce rayon qui est pas exactement le même. Vous aurez, peut-être aussi, la tête du sautoir qui serait pas exactement la même parce qu'il y a des tolérances, hein, géométriques. Lors de l'assemblage, peut-être que ça aura pas été positionné exactement de la même manière. S'il y a un outil de mesure, l'outil de mesure, il a sa propre précision. Donc, si on mesure en couple, eh bien, il peut donner quelque chose qui est un petit peu, à côté, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Mais ça ne sera pas forcément toujours au-dessus ou toujours en dessous. Il y aura, voilà, une certaine variation qui va arriver. Donc vous avez du bruit, en fait, dans des mesures physiques qui vient de ces précisions, qu'elles soient sur l'outil de mesure ou sur la fabrication. En numérique, il y a forcément des simplifications aussi qui sont mises en place, mais l'avantage du numérique, c'est que c'est toujours les mêmes simplifications. Donc quand je compare A avec B, eh bien si je modifiais uniquement la largeur de la lame entre A et B, mais ce sera la seule chose qui a changé, mais rien d'autre. Donc pour faire du relatif, c'est extrêmement puissant et pour faire quelque chose qui se veut être précis, bien ici sur des choses de mécanique, on va avoir des précisions qui sont de l'ordre du pourcent en fait. C'est des choses qui sont assez simples entre guillemets à mettre en place à partir du moment où les non-linéarités sont gérées. En module de Young en général c'est bien connu, en coefficient de Poisson aussi. À partir du moment où la géométrie avec laquelle on travaille est correcte, on aura des choses qui seront très précises dans de l'ordre du pourcent en termes de résultats. Voilà un petit peu pour répondre aux questions qui sont arrivées.
Parfait. Donc voilà à peu près le cas d'application le plus courant. Ici, je l'ai montré avec un sautoir, on peut le faire avec un ressort fil. Ici, c'est une photo, une image qui vient du cours horloger qu'on donne. Donc c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, hein. Il ne faut pas imaginer que c'est des complexités énormes, hein. Vous l'avez vu, c'est 1 minute de calcul, une dizaine de minutes peut-être, ou une quinzaine de minutes de mise en place du modèle, et puis vous arrivez au résultat que je viens de présenter. On peut faire des choses plus complexes aussi sur les ressorts, donc c'est-à-dire d'automatiser des comparaisons avec des paramètres, avec un objectif précis, objectif d'optimisation. Par exemple, vous avez une courbe de couple en fonction de l'angle que vous voulez obtenir, tout en restant en dessous de la limite élastique. Et bien vous donnez ça à un algorithme qui va devoir tout seul se débrouiller avec les différents paramètres et va vous proposer d'une géométrie initiale qui est celle-là, et bien cette géométrie finale qui est celle ici, à la différence que cette géométrie finale va satisfaire votre cahier des charges en termes de couple et en termes de contraintes. Et ça sera fait automatiquement, sans utilisation, enfin sans participation de l'utilisateur pendant toute cette phase d'optimisation. Autre chose, si vous avez des ressorts qui sont produits à en très grande série, donc quelque chose qui serait industrialisé, dans lequel il y a un petit peu moins l'utilisation de, on va dire, de la main de l'horloger qui va venir corriger les petits défauts, et cetera. Bien, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui est robuste. C'est-à-dire qu'en dépit des variations, des tolérances géométriques, et bien que vous remplissiez tout de même votre cahier des charges. Eh bien, vous pouvez, quand vous paramétrez aussi votre système, donner les variations attendues à travers des gaussiennes, par exemple, une valeur minimale, une valeur maximale, une gaussienne. Et ensuite, le logiciel va tout simplement sommer toutes ces variations possibles et vous donner une probabilité de remplir le cahier des charges. Donc il va vous dire que il va y avoir 99% de chances que le couple requis soit rempli et donc 1% de chance qu'il ne le soit pas, etc. Puis vous pouvez travailler comme ça sur la robustesse. Donc à partir du moment où vous avez des démarches, par exemple de Six Sigma, design for Six Sigma, bien, ça peut être aussi une des utilisations. Autre utilisation, c'est tout ce qui est fluage, donc tout ce qui est relaxation de contraintes. Notamment ici, on a eh bien, ce ressort avec ce doigt pour un quantième qui va rester comprimé en grande partie de sa vie. Et comme il est comprimé, il va avoir tendance à se relâcher. Eh bien, on a fait des études là-dessus auxquelles on a tout d'abord retrouvé les propriétés matériaux de relaxation de matière. On le rajoute à notre système mécanique et en quelques secondes, on obtient la relaxation les nouvelles élongations, les nouvelles contraintes que l'on aurait après 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, euh, donc du coup relaxation dans le temps, à part que nous, il ne nous aura pas fallu 6 semaines pour l'obtenir, mais uniquement quelques secondes. Donc ça nous permet un petit peu d'être vigilant sur la perte de couple, ici de ce ressort, dans le futur. Autre cas d'application, un petit peu moins typique, mais absolument aussi possible, c'est tout ce qui est calcul d'usure. Donc si vous faites une méthode de l'utiliser, par exemple, c'est de faire d'abord une calibration avec un petit cylindre, un petit goupille sur le disque, qui est le cas typique pour mesurer un petit peu eh bien l'usure à travers le temps, selon les matériaux qui sont utilisés. On calibre comme ça ce qu'on appelle une loi qui est la loi d'Archar. Et ensuite, cette loi d'Archar, on peut la réutiliser sur d'autres systèmes. Puis dans le passé, il y avait une limite qui était qu'on ne pouvait pas user plus qu'un élément, puis cette limite, elle n'existe plus maintenant. Donc il y a pas de limite pour faire des calculs ici d'usure entre une pièce et une autre. C'est aussi une des questions que je viens de retrouver ici sur l'usure. Je me permets juste de la lire en détail. C'est parfait. Très bien. Donc voilà un petit peu pour une vue d'ensemble de tout ce qu'on peut faire sur les ressorts. Et toute cette philosophie-là de comparaison, d'optimisation, on pourra l'appliquer aussi à tous les autres systèmes que je vais présenter par la suite. Donc j'ai parlé ici de statique, et puis maintenant je vais parler de dynamique. Donc c'est bien de voir que le ressort se comporte bien comme voulu en statique, c'est-à-dire sur une sollicitation donnée, avec peu d'inertie, avec euh, des moments de temps qui seraient du coup des temps simulés qui seraient très longs, entre guillemets. Et puis maintenant en dynamique, ça peut être un petit peu différent. Donc si vous avez plusieurs vidéos qui vous présentent d'autres cas d'application, je vais présenter la première qui s'est du coup arrêtée ici, c'est celle du chronographe avec toutes les fonctions. Fonction start, stop, reset, ouais, mise à zéro.
Donc avec une étude dynamique comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut faire la même chose qu'en statique, c'est-à-dire que sur les ressorts, on va retrouver les contraintes, on va retrouver les forces de réaction. Les forces de réaction ici, c'est intéressant notamment au niveau des poussoirs. Quelle est la force qu'il faut mettre au niveau d'un poussoir pour pouvoir actionner le système? Si c'est trop élevé, bah, c'est pas agréable pour l'utilisateur. Si c'est trop faible, on prend le risque que ça puisse se déclencher tout seul avec, je sais pas, par exemple la manche qui appuierait sur le bouton poussoir. Donc il y a un petit peu un optimum à retrouver et donc ces valeurs-là, vous les aurez. Ensuite, ce qui est intéressant avec la dynamique, c'est de comprendre par exemple le temps de stabilisation de l'aiguille. Donc optimiser un petit peu le système par exemple marteau-cœur ou les inerties en jeu pour pouvoir avoir un temps de stabilisation qui soit assez court. Donc tout ça, on peut le mesurer par un système qui est dynamique. Et ensuite aussi faire du relatif, hein. Qu'est-ce qui se passe si je change d'inertie? Si je change d'inertie de 20%, est-ce que ça change de 20% le temps de retour? Est-ce que ça le change de 2% ou plutôt 250%? Comme ça vous permet un petit peu de comprendre les facteurs les plus importants et sur lesquels jouer pour la suite. Après, il y a tout ce qui est calcul de rendement, je pense ici, notamment avec des systèmes qui seraient purement sur des systèmes de corps rigides. Quel est le rendement ici de l'échappement pardon, à encre suisse, où on peut après travailler un petit peu sur la géométrie pour optimiser son rendement. Autre cas d'application sur un quantième, ici on a un quantième simple mais instantané. Vous voyez ici dès qu'on va perdre le contact, eh bien, la bascule va faire tourner ici notre quantième sur lequel sont gravés les différents jours de 1 à 31. Eh bien, l'objectif c'est bien de passer par exemple de la journée 2 à la journée 3 à minuit et pas de passer de la journée 2 à la journée 4 ou à la journée 5. Eh bien, pour des raisons dynamiques, il peut y avoir ces doubles sauts. La caractérisation du sautoir ici et des différents ressorts en statique n'est pas suffisante. Il faut considérer les inerties en jeu et c'est là où une étude dynamique va nous permettre de répondre à la question. Et vous n'avez pas besoin d'assembler tout le système pour répondre à la question. Vous prenez uniquement ces quelques pièces, vous les mettez sur votre écran, vous lancez votre calcul et vous avez votre réponse. Il n'y a pas besoin d'attendre que tout soit fabriqué, etc. Donc ça se fait en amont de la fabrication. Et une fois que vous avez un système qui fonctionne numériquement, vous pouvez le fabriquer, le tester et vérifier qu'effectivement la simulation était correcte et vous a bien amené un résultat satisfaisant. Voilà un petit peu pour tout ce qui était dynamique. On va rester dans ce thème de la dynamique, mais avec des cas d'application plus particuliers, notamment tout ce qui est choc et accélération. Donc si vous avez une accélération donnée, notamment sur la norme, par exemple 5000 G, il n'y a pas besoin de faire un calcul dynamique, parce qu'une accélération, c'est rien d'autre qu'une force. Parce qu'une force, c'est une masse fois une accélération, c'est la même chose. Donc si j'applique une accélération de 5000 G, par exemple ici à mon pont de balancier, eh bien je peux voir sa déformation. Je peux appliquer la même accélération en statique à mon balancier. Je vais regarder de combien la serge du balancier va monter. Et comme ça, je peux regarder la différence entre les deux et déterminer s'il y a un risque de contact entre la partie rotative et la partie statique. Ou un risque de casse aussi en regardant les contraintes comme ce que je vois ici à l'écran. Donc là, c'est quand j'ai l'accélération comme input. C'est très simple, c'est un calcul statique, ça va très vite. Si l'accélération n'est pas connue, ça doit être un output, un résultat. Un résultat de quoi? Des différentes rigidités en jeu. Eh bien, on peut réaliser un calcul dynamique. C'est un petit peu plus complexe, mais ça se fait aussi, hein. C'est quelque chose qui va tourner on va dire, sur un système comme ça en quelques heures. Il faut compter autour de peut-être 5 heures de calcul. Donc vous le lancez dans la nuit, le lendemain, vous avez largement la réponse. Et ici, c'est un calcul qu'on avait effectué dans le cadre ici d'un stage avec un partenaire horloger, auquel vous voyez ici la numérique, donc l'accélération mesurée par la numérique et l'accélération mesurée par un vrai capteur physique ici en bleu. Et on voit que l'accélération, notamment les 2 premiers pics qui sont les principaux, les plus importants parce que les plus élevés, sont particulièrement bien pris en compte, par notre, simulation numérique. Donc ça correspond au premier bang lorsqu'on va toucher la plaque de bois ici et ensuite on a le haut de la boîte qui continue à baisser, le bas de la boîte qui va commencer à rebondir et on va se retrouver avec un deuxième pic de contrainte et d'accélération qu'on va retrouver ici. Donc c'est ces 2 à relever. Puis l'avantage ici de la simulation, c'est que vous voyez tout à l'intérieur de la boîte. Vous pouvez vous repasser le film autant de fois que vous voulez, vous pouvez enlever des pièces, vous empêcher de voir la pièce qui était à l'intérieur pour regarder les contraintes et vous comprenez bien comment les contraintes passent d'une pièce à l'autre. C'est pas uniquement se dire: «Ah ça casse ou ça casse pas». C'est, quel est ici le flow, le chemin de contraintes, heu quelle pièce va d'abord se déformer et c'est peut-être à cause de cette première pièce-là que la deuxième pièce va se casser. Mais vous avez vraiment tout l'historique de propagation, des contraintes et de l'onde de choc qui va vous permettre de rendre votre système plus robuste.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions aussi là-dessus, je continue à les regarder. Autre type, d'application, c'est surtout ce qui est étude de balancier. Donc sur les balanciers, on se demande souvent, eh bien, quel est, l'amortissement du balancier en d'autres termes, quel est le facteur de qualité de notre balancier? Et ce facteur de qualité, on peut déjà l'appréhender par la numérique. Ce facteur de qualité, il est lié à 2 phénomènes physiques. Le premier, eh bien, c'est tout d'abord, les frottements solide-solide, donc entre l'axe du balancier et les pierres, pierre et contre pierre. Et la deuxième source de dissipation d'énergie, ça va être tout ce qui va être fluidique. Donc c'est des petites pièces, ça peut paraître surprenant, mais il y a un frottement en l'air qui est loin d'être négligeable. Il peut représenter aisément 50% des pertes du balancier, ça dépend des designs après à quel point ils sont optimisés ou non. Si on a très bien optimisé par exemple, bien le comportement, au niveau la géométrie pour les contacts, solides, ça va représenter même plus que 50% la partie fluidique, les pertes fluidiques sur, la perte d'amplitude. Donc, on est capable de retrouver à travers la simulation, ces différentes pertes et de reproduire, alors ici j'ai pas mis de courbe, j'aurais pu, heu de partenaires horlogers, mais en fait, on réalise souvent ce travail de calibrer sur un calibre existant en termes de perte d'amplitude et ensuite de faire des études de sensibilité sur les différentes géométries, la largeur par exemple, enfin le diamètre de l'axe, la forme de la tête de l'axe et de regarder un petit peu ce qu'on peut gagner en termes de facteurs de qualité. Donc on arrive à absolument reproduire les différents facteurs de qualité, que ce soit en position plat ou pendu. Si on connaît par exemple ce qui se passe en plat pardon, ici, on retrouverait le pendu ou inversement. Guidage flexible, c'est ici une petite slide aussi pour faire écho, eh bien la session de la SCC, qu'il y a eu, il y a une semaine, maintenant. Donc, tout ce qui est, donc flexures, mouvements flexibles, guidage flexible, bien dans une des présentations notamment une, le logiciel utilisé était ANSYS. Donc, ANSYS c'est aussi au cœur, de ces problématiques-là, est un outil qui peut être utilisé pour appréhender ces problématiques-là. Heu, donc c'est un outil qui peut être utilisé pour comprendre un petit peu ce qui va se passer de manière simplifiée dans un premier temps. Par exemple, si on veut avoir ici des modes de résonance. Ici, c'est un système qui a vocation à aller sur des satellites, qui est pas horloger, mais les problématiques sont les mêmes. Donc, on appelle ça des études modales qui sont linéaires. Mais on peut aussi réaliser des études non linéaires où dans ce cas-là, l'amplitude, la rigidité va changer selon l'amplitude de déformation. Et donc avec des calculs, comme ça transitoires, non linéaires, on peut comprendre un petit peu ce à quoi on peut s'attendre en termes de couple, en termes de fréquence, en termes, d'amplitude constante. Et puis si vous avez des choses qui n'ont pas vocation à être des oscillateurs, bien vous retrouvez les choses qu'on a déjà présentées, jusqu'à présent avec, les contraintes, les couples requis, les déformations qu'on aurait. Donc il y a pas de limite, là-dessus en termes de gestion, heu, des phénomènes en jeu, sur ces systèmes-là. Donc maintenant pour la partie mécanique, c'est fait pour la partie mouvement. On y reviendra après pour la partie habillage et puis je vais parler un petit peu d'autres physiques, ici notamment de la partie magnétique. Donc pour tout ce qui est, magnétisme, effectivement, on a des perturbations dans notre environnement, qui vont avoir un impact, sur la qualité, sur l'isochronisme, du mouvement et l'objectif, c'est d'aller, dans la direction d'un mouvement le plus robuste possible face à ces perturbations magnétiques. Il y a plusieurs méthodes qui existent. Une des méthodes, ça consiste à avoir un bouclier magnétique, donc avec cette phase qu'on appelle la phase de d'écrantage, donc où on va magnétiser en fait la boîte, on va avoir un champ rémanent, et à partir de ce champ rémanent, on va avoir une certaine protection du mouvement face au champ extérieur. Et bien, tous ces mots-clés que je viens de donner, modélisation, enfin, phase d'écrantage, un champ rémanent, la résistance du coup, du mouvement au champ extérieur, c'est des choses qu'on peut modéliser. Notamment, une fois qu'on a notre, par exemple, spirale, qui a été, soumis à un champ magnétique, quel est l'impact de ce champ magnétique, sur la fréquence d'oscillation de notre spirale? Donc, ces liens entre la mécanique et le magnétisme, c'est des choses qui sont dépendant des lois de la physique qui sont implémentées dans nos solvers et qu'on peut, pour cette raison-là, modéliser de manière très fiable.
L'autre méthode, si vous voulez pas être trop dépendant, trop sensible au champ extérieur, c'est d'utiliser des matériaux amagnétiques. Donc là, du coup, la question se pose pas, mais on peut toujours se poser d'autres types de questions, par exemple au niveau des forces électrostatiques. Si vous avez quelque chose qui est magnétique, on peut toujours être soumis à des forces électrostatiques. Donc, une de ces problématiques-là, vous pouvez l'aborder aussi à travers la simulation. Donc force électrostatique, par exemple, ce qu'on voit quand on est adolescent, c'est ce tube de plastique avec la peau de chat. Quand on frotte l'un avec l'autre, on crée ici ces forces électrostatiques. Donc le tube en plastique n'est pas magnétique, la peau de chat, le chat n'est pas magnétique. Il y a néanmoins ces forces qui se créent. Donc on voit bien que ça n'a aucun rapport avec des matériaux magnétiques ou non. Et ces forces électrostatiques, il y a aussi les équations qu'il faut pour les traiter dans le logiciel ANSYS. Ensuite, si vous avez des mouvements qui sont des mouvements à quartz, et non plus des mouvements mécaniques, eh bien, il y a aussi toute la physique qu'il faut sous ANSYS pour gérer ces choses-là. On le fait de manière régulière. Donc, vous avez comme input eh bien, votre intensité qui vient de votre pile à quartz. Et puis, l'objectif, c'est de voir un petit peu comment à travers ce grand stator, cette géométrie du stator, on arrive à le convertir dans un moment de rotation. Donc on va beaucoup travailler sur les géométries en jeu pour pouvoir optimiser le processus. L'idée c'est de minimiser la consommation, le besoin d'intensité électrique pour pouvoir faire fonctionner notre système. Donc, ces rendements-là, on va pouvoir les calculer ici, donc représentés pour le moteur lavé, qui est le moteur principal sur l'essentiel des mouvements quartz. Et enfin, les montres connectées. Donc montres connectées, on fait beaucoup de choses là-dessus. J'ai un petit peu tout mis dans une seule slide. Déjà, il y a tout ce qui est compatibilité. Aujourd'hui, tout est connecté. La souris est connectée, le casque avec lequel je vous parle est connecté, la montre, alors là pas la mienne, mais peut être connectée. Donc, il y a un problème d'audibilité. Il faut être compatible avec les différents signaux qu'il peut y avoir dans notre environnement pour pouvoir être perçu. Donc ça, c'est calcul de compatibilité, on le fait. C'est calcul d'intégrité aussi, que le signal soit de bonne qualité assez loin. Donc on travaille avec ce qu'on appelle le diagramme de l'œil, il y a plus il est ouvert, plus le signal est de bonne qualité. Donc tout ça, ce sont des calculs qu'on effectue et sur lesquels on peut aider à optimiser la géométrie ou les différents composants. Il y a ensuite 2 autres aspects, notamment, c'est les problèmes, par exemple, de chauffe, hein, donc c'est de l'électronique, donc ça peut chauffer. Il ne faut pas que ça chauffe trop, déjà pour ne pas blesser, ça c'est important. Mais une fois qu'on ne blesse pas, il faut aussi que ça soit confortable, hein. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de chauffant au niveau du poignet. Donc on peut calculer ici eh bien, la chaleur qui sera dissipée et regarder aussi si la chaleur dissipée ne va pas mener à une rupture de tel ou tel composant électronique. Et ensuite, dernier exemple, c'est tout ce qui est calcul d'efficacité du chargeur, donc à distance, comme vous voyez ici, dans lequel on va pouvoir voilà, optimiser le rendement du chargeur. Voilà pour la partie mouvement, et puis pour la partie habillage, je vais montrer certains points, puis ça va aller plus vite, parce qu'on a déjà abordé l'essentiel des points, en termes de problématiques en tout cas. Donc je commence tout de suite avec la boîte complète. Je vois que j'ai la vidéo qui ne se lance pas, c'est pas grave, puisque j'ai le modèle avec moi, donc je vais vous le présenter ici. Donc ici, c'est une boîte qui est complète. Donc, vous voyez, vous avez la glace, vous avez ici bien la carrure qui fait aussi office de lunettes ici, avec un joint Itrel sur le dessus. Vous avez un joint du coup souple NBR 70 ici, pour faire l'étanchéité avec le fond. Donc ce qu'on a simulé dans cet exemple-là, c'est tout d'abord l'assemblage. Donc comment on va venir chasser la glace. On va en ressortir les contraintes, les efforts de passage. Comment on a assemblé le fond. Ici, on ne le fait pas tourner, il est vissé, mais on ne le fait pas tourner, on va juste le faire monter et ensuite activer un contact lié. Et ensuite, dans un deuxième temps, et c'est ce que vous allez voir à peu près là sur la fin, une fois qu'on a assemblé la montre, on va dire qu'on va la mettre sous l'eau pour faire un test d'étanchéité. Donc on va ici appliquer, je crois que j'ai appliqué 10 bars de pression, et regarder un petit peu comment se déforment les composants. Donc vous voyez le fond notamment, je vous laisse le voir. Ici, c'est sans pression de l'eau. Je mets la pression de l'eau, vous voyez la déformation du fond qui volontairement était assez fin ici. Donc, ce qu'on va pouvoir obtenir avec des études de ce type-là, c'est ce qu'on voit d'habitude, hein, donc ça va être les contraintes, où est-ce qu'on plastifie. Ici, volontairement, on a plastifié au niveau, on le voit ici avec plastification, au niveau du fond.
Donc si vous avez des matériaux qui plastifient aisément ou sur lesquels vous voulez vraiment minimiser la matière, des boîtes en or, des boîtes avec des matériaux bien qui sont coûteux, bien il y a toujours bien de pouvoir réduire les coûts, la matière à utiliser. L'utilisateur sera aussi content parce que derrière il aura une boîte qui sera plus légère, donc c'est aussi plus agréable pour lui. Mais il ne faut pas que ça pacifie, il ne faut pas qu'il y ait des déformations permanentes, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes d'étanchéité, donc ça va être les deux problématiques à aborder. Donc tout ça, on peut le faire à travers la simulation de la même manière que ce qu'on a fait précédemment avec les ressorts. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur tout ce qui est étanchéité. Donc avec la simulation d'étanchéité, vous avez déjà la pression qui va arriver, qui va pousser le joint sur l'intérieur de la rainure. Et quand on va réaliser ce calcul-là, déjà on a une vision à l'intérieur de la boîte pour bien comprendre ce qui se passe. Mais on a plus que cela. On va regarder les pressions de contact. Donc c'est ça qu'on va visualiser. Donc si j'ai une pression de contact ici de 1,5 bar, bien à partir du moment où cette pression est plus grande que la pression extérieure qui était de 1 bar, mais je sais déjà que je suis étanche, et en plus de ça, j'ai une marge. Et ça, c'est ça qu'on n'a pas forcément dans les tests physiques. On n'a pas cette vision de la marge. Est-ce que j'ai une marge de 10 ou est-ce que j'ai une marge de 0,1? Et ça, c'est ça qui va vous montrer que votre système, il est conçu avec trop de marge ou qu'il est un petit peu limite et qu'à partir du moment où on aura une variation géométrique, on prend le risque d'avoir ici une fuite à un endroit donné. Donc là, ce qu'on visualisait, c'est les pressions de contact. On peut aussi visualiser la pression de l'eau qui va venir s'établir jusqu'à ce que la pression de contact soit trop grande. Donc ici, sans surprise, elle va s'établir, elle va passer là à travers, s'établir sur la partie que je montre ici, la partie extérieure, un rayon extérieur de mon joint NBR. Et ensuite, elle ne va pas réussir à passer à partir de ces endroits-là parce que la pression va dépasser les 10 bars. Ici, je joue un mégapascal, donc c'est 1 mégapascal. Donc, vous avez donc une vision d'ensemble pour pouvoir optimiser vos systèmes. Et c'est valide, ce que je vous montre ici, sur tout type de joints, hein, que ce soit des O-rings, des joints de forme plus complexe, des joints souples, mous, ou des joints durs qui plastifient, donc NBR ou ITREL. Il y a des modèles matériaux qui sont adaptés à chacun de ces types de joints. Et vous en sortez encore une fois tout ce qui est force de chassage, etc. Donc, vous saurez à quoi vous attendre et minimiser aussi le risque de déformation résiduelle lors de l'assemblage ou de casse sur la glace, par exemple. Ensuite, tout ce qui est habillage, tout ce qui est étude aussi de bracelets. Donc, on va distinguer deux types de bracelets principaux. Tout ce qui est, par exemple, des bracelets ici de type caoutchouc. Donc, là aussi, il y a des propriétés matériaux qu'il faut pour réaliser ces calculs-là. C'est des calculs qui peuvent paraître impressionnants, mais qui sont extrêmement rapides, hein. Ça tourne en 5 minutes hein, comme calcul. C'est un calcul statique qui est extrêmement simple à apprendre à réaliser. D'ailleurs, à l'écran, j'en ai ici un autre. Ici, c'est un test numérique. Voilà, c'est un jumeau numérique, entre guillemets. Donc, au lieu de faire d'abord le test en physique, on va le réaliser plusieurs fois en numérique pour optimiser la géométrie. Et ensuite, on construira le bracelet et vérifiera que tout fonctionne comme prévu. Ou ici, on va venir le bloquer au niveau de ici, la petite tige qui va venir sur le bracelet, sur le fermoir. Ensuite, si vous avez un bracelet à maillon, eh bien, vous pouvez aussi modéliser. C'est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de contacts par rapport à l'exemple ici avec le caoutchouc. Vous pouvez l'assembler autour ici de ce cylindre qui va être utilisé pour le test de traction, torsion et pouvoir observer à l'intérieur les différentes contraintes au niveau de vos tiges, au niveau de vos vis, etc. Choc et bride, j'ai déjà parlé de tout ce qui était calcul de choc, etc. Donc je ne vais pas y revenir. Mais tout ce qui est calcul de bride, notamment, c'est des choses qui reviennent assez souvent sur les calculs d'habillage, sur lesquels on peut faire beaucoup de choses. Ressort de lunettes tournantes, c'est un cas auquel c'est un ressort parmi d'autres. Je l'ai mis dans la partie habillage, j'ai pas de géométrie à montrer parce que j'avais pas de géométrie ouverte là-dessus. Mais si les questions que vous posez, c'est combien de tours je peux faire avant qu'il y ait une rupture en fatigue? Est-ce que ça va plastifier? Quel est le couple qu'il faut que j'exerce pour tourner la lunette? Là ici encore une fois, il ne faut pas qu'il soit trop élevé, c'est pas agréable. Il ne faut pas qu'il soit trop faible, sinon il va tourner tout seul. Donc voilà, tout ce qui voilà, ressort de lunettes tournantes, il y a tout ce qu'il faut. Je pense que vous l'avez vu avec cet exemple sur les ressorts pour appréhender les différents aspects principaux et pouvoir remplir votre cahier des charges. Montre à magnétique, c'est la même chose que ce que je montrais précédemment. Acoustique, là voilà, il y aura deux derniers points du coup, la partie acoustique. Donc on peut simuler tout d'abord l'excitation d'un timbre. Bon, selon la longueur, on va voir à quelle fréquence il va sonner.
Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir un petit peu le lien avec la boîte extérieure. Parce que ce qu'entend l'oreille, finalement, c'est la vibration de l'air qui va être transmise par la boîte. La boîte, c'est la véritable caisse de résonance. Le timbre ici, ce n'est qu'une corde, comme une corde à la guitare, mais c'est la guitare. Le Stradivarius, c'est pas sa corde qui fait sa qualité, c'est vraiment le Stradivarius lui-même, donc la boîte de résonance qui fait sa qualité. Mais pour vous, c'est la même chose. Ça va être les différentes rigidités en jeu, rigidités qui vont dépendre des épaisseurs des matériaux, qui vont dépendre des matériaux choisis, qui va dépendre de la manière dont eh bien, le chassage va être effectué. Si j'ai des joints souples, ça ne va pas transmettre de la même manière que si j'ai des joints qui sont durs. Et à partir de ça, nous, on peut mettre une sorte de petit micro virtuel qui va capter ces différentes variations de l'air transmises par la boîte. Et c'est le type de signal qu'on va obtenir, c'est-à-dire l'amplitude en fonction de la fréquence. Et comme ça, vous pouvez voir si vous avez un signal qui est plus grave, plus aigu, et surtout l'amplitude, on peut aussi l'avoir ici en millimètres ou en mètres, mais on peut l'avoir en dB, en décibels. Et comme ça, vous pouvez travailler sur votre géométrie pour optimiser l'amplitude euh, du, du signal perçu. Après, ce signal, il va varier beaucoup dans le temps, hein. Le premier bang qu'on entend d'une cloche, par exemple, c'est pas le même que celui qui se transmet après. Ça, on peut aussi le calculer, c'est un petit peu plus long en termes de temps de calcul. On peut aussi le visualiser avec des outils propres au paysage N6, comme on peut le voir ici. Donc, ça sera en fonction du temps. Vous voyez, quand l'amplitude est élevée, c'est quelque chose qui va tourner vers le rouge. Et là, c'est la fréquence que vous avez en ordonnée. Donc, dans le temps, on va avoir notamment tout ce qui est haute fréquence qui va d'abord s'amortir beaucoup plus vite que les basses fréquences. Mais ça, c'est normal parce que la fréquence est plus élevée. Donc, si on avait un taux euh, de perte par oscillation, forcément, on perd plus vite. Voilà. Au-delà de cette aide, pour optimiser vos boîtes pour le son perçu, ou en l'inverse, minimiser le son perçu parce que vous n'aimez pas un son particulier qui vient du mécanisme et vous voulez qu'on l'entende moins, donc votre objectif c'est qu'on minimise le son perçu, ça peut être aussi dans l'autre sens. On peut aussi traiter beaucoup ces signaux, que ce soit des mesures ou des calculs effectués, avec une sorte de Photoshop, mais de Photoshop du coup acoustique, qui fait partie de l'environnement Ansys et qui offre aussi d'autres outils comme des outils psychoacoustiques qui vous permettent de déterminer la qualité d'un son, pardon. Donc, si vous avez quelque chose de rugueux, quelque chose de strident, nous on sait ce que c'est à l'oreille, mais il y a aussi des algorithmes qui permettent de dire que c'est strident à telle valeur ou rugueux à telle valeur, etc. Donc ça vous permet aussi bien d'avoir quelque chose d'assez rationnel pour pouvoir caractériser le son ainsi mesuré ou ainsi simulé. Et la dernière partie qui va faire en fait le lien avec la séance suivante, c'est la partie optique. Donc ici, l'objectif, c'est pas de faire quelque chose qui est esthétique, qui paraisse visuel en termes de résultats, c'est de faire quelque chose qui paraît, quelque chose qui est fiable. L'objectif, c'est de se baser sur les équations de l'optique et d'essayer de vous montrer à l'écran ce que vous obtiendrez dans un cas de figure donnée, c'est-à-dire avec les matériaux utilisés et avec la sollicitation optique donnée, c'est-à-dire si vous avez un spot dans une vitrine, est-ce que eh bien, on va avoir quelque chose qui va bien ressortir ou un reflet qui va nous embêter parce qu'on ne va pas bien voir le cadran sur lequel on a passé tant d'heures, dans lequel il y a tant de matériaux de haute qualité qui ont été utilisés et puis finalement on ne le voit pas parce qu'à cause du petit spot, eh bien, on a une réflexion qui nous empêche de voir les chiffres ou de voir un petit peu la couleur attendue du cadran. Donc là, c'est par exemple sur une problématique de présentation, c'est pour ça que je vous parlais de spot. Ça peut être une problématique d'utilisation de tous les jours avec par exemple la loupe. Donc est-ce que la loupe nous permet de bien voir la date ou est-ce qu'à l'inverse, ça va déformer plutôt eh bien, les extrémités de l'indicateur. On peut aussi appliquer ces choses-là, ces algorithmes-là, à des problématiques de diamant. Est-ce que la taille du diamant va permettre de faire ressortir ce feu optique du diamant? Donc, comment optimiser la coupe, la géométrie au final, pour optimiser, maximiser l'impact esthétique finalement. Donc l'esthétisme, on le retrouve, mais c'est pas à travers la simulation, c'est à travers vous, l'interprétation que vous allez faire des choses. Et puis le logiciel, il est là pour tout rationaliser, pour tout représenter, avoir une sorte de jumeau optique de votre système. Et puis vous aurez beaucoup plus d'informations et bien mieux expliqué ce que j'ai fait actuellement dans la deuxième séance entre 3 heures et 4 heures, et avec surtout un exemple pratique
avec Xavier Rousset qui va vous montrer comment lui a utilisé eh bien, ces modules optiques et à quel point ça a pu l'aider pour le développement de son produit. Donc voilà pour l'habillage. Donc c'est vrai que tout ce qui est habillage, c'est souvent arrivé en deuxième temps en termes de simulation, en termes de demande. Et puis finalement, comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce domaine-là. Et, euh, et c'est un domaine qui a rien à envier au domaine du mouvement. Il y a vraiment beaucoup de physique qu'on va retrouver, enfin, dont on va avoir besoin pour vraiment appréhender tous les différents aspects de l'habillage et remplir le cahier des charges dans son ensemble. Donc je vais juste faire un petit résumé des gains menés par la simulation. C'est bien de voir ce qu'on peut faire. Et puis, j'aimerais juste rappeler un petit peu, voilà, comment utiliser la simulation le jour où vous l'utilisez, avec quel état d'esprit en fait. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la simulation dans son ensemble? Le premier point, c'est le point d'innovation. Donc, le fait de travailler avec des équations physiques, bien, ça va nous permettre de mieux comprendre les phénomènes physiques. Et si on veut innover, si on veut maîtriser les phénomènes physiques, eh bien, il faut passer, enfin, il faut. La simulation va aider à mieux les contrôler, à mieux les maîtriser. Et à partir du moment où on les maîtrise, eh bien c'est un vecteur d'innovation. On va pouvoir oser de nouvelles choses. Et oser aux deux sens du terme, c'est-à-dire que euh, oser penser à autre chose, mais aussi oser essayer. Quand on a une nouvelle idée, souvent on a l'idée, mais on ne sait pas encore comment la fabriquer, et c'est ça qui va être limitant. La simulation numérique, il n'y a pas besoin de savoir comment fabriquer pour pouvoir tester un nouveau système. À partir du moment où on connaît les propriétés physiques, les matériaux, etc., on peut tester sans limite de fabrication. Deuxième point, c'est la performance. C'est pas la même chose que l'innovation. La performance, c'est à partir du moment où on a un système qui est existant, comment le modifier sans faire un saut de technologie pour optimiser ces aspects positifs, minimiser ces aspects négatifs. C'est là où on va utiliser tous les outils de paramétrisation et derrière les algorithmes de robustesse, d'optimisation pour vraiment exploiter, voilà, tout le potentiel des solutions actuelles. Après, là où il y a un facteur qui est très important, c'est tout ce qui est temps et coût de développement. Donc le temps de développement, l'idée c'est que on comprend les phénomènes physiques mais directement, il n'y a pas besoin d'attendre qu'on puisse fabriquer, de recevoir la matière des fournisseurs, etc. Et une fois qu'on a un modèle qui est établi, si on veut réaliser des variantes, le travail il est déjà fait, le modèle est là. Donc il suffit juste de prendre un paramètre, de le faire varier, on relance le calcul, et ça, c'est du temps masqué, c'est des choses qui vont tourner la nuit, etc. Du coup, c'est pas du temps humain et ça vous permettre d'accéder à un très grand nombre de variantes très rapidement et surtout à faible coût, puisqu'il n'y a pas besoin de tout reproduire à chaque fois, de fabriquer à nouveau des nouveaux prototypes, de réassembler, de remesurer, de faire le traitement des mesures, etc. Donc là, ça va être deux aspects extrêmement importants aussi dans le choix d'opter pour la simulation. C'est voilà, réduire le temps de développement, être présent sur le marché beaucoup plus tôt et réduire les coûts. Donc être présent sur le marché plus tôt, mais aussi à prix réduit, voilà, à coût réduit. Et le dernier aspect, c'est la qualité. Donc c'est très important, notamment dans votre domaine avec des produits de luxe. Les retours, c'est pas désiré, les retours clients, comme n'importe quelle industrie, mais là encore plus dans le luxe. Donc l'idée, c'est de vraiment avoir quelque chose qui est robuste, minimiser le nombre de retours clients. Et pour ça, il faut être capable de sortir des marges. Et la simulation, elle vous sort des marges en contrainte, des marges en étanchéité, etc. Si un jour il y a un retour, eh bien, vous pouvez regarder est-ce que la géométrie était un petit peu différente du nominal, etc. Vous ressortez votre modèle, vous adaptez la géométrie ou les paramètres qui n'étaient pas exactement les mêmes dans la géométrie client, dans le produit final, et puis vous regardez à nouveau ce que ça aurait donné dans ce cas-là. On ça aurait été mieux de le faire avant, mais en tout cas, ça vous permet comme ça d'analyser les non-conformités et d'en déduire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Si vous avez aussi un lot qui est hors tolérance, au lieu voilà, de discuter si c'est acceptable ou pas, vous sortez le modèle, vous changez la valeur qui est hors tolérance et puis vous regardez la marge. Puis vous dites oui, c'est acceptable, je peux utiliser ce lot qui est hors tolérance parce que j'ai tout de même une marge de plus de 50% ou de 20%, ou ce n'est pas acceptable parce que je vois que je vais plastifier ou que c'est très dangereux pour la durée de vie, etc. Donc vous avez vraiment tous les facteurs qu'il vous faut, toutes les valeurs qu'il vous faut pour de manière rationnelle décider et acter sur la gestion de la qualité. Là, c'est les points principaux. Et ensuite, un point annexe.
mais c'est important aussi, mais ça vient souvent en deuxième plan, voilà. Donc c'est tout ce qui est, écologie, c'est important aussi. Donc là, ça va dépendre des industries. Il y a des industries plus polluantes que d'autres, mais pour certaines industries, passer, par la simulation numérique, bah, ça permet aussi de diminuer, l'impact écologique, puisqu'au final, nous, on consomme de l'électricité. Si c'est de l'électricité verte, comme souvent ici en Suisse, bien, bah, on transforme l'électricité verte, donc de l'électricité des barrages en modèle numérique, alors que sinon, bah, effectivement, on a bah, tout le reste avec la chaîne de pollution que vous connaissez. D'un point de vue ressources humaines, ça peut être aussi ben, un vecteur de développement des différents collaborateurs ou une attractivité à l'embauche. D'un point de vue sanitaire, donc malheureusement dans les situations actuelles, on a pu le voir aussi, bah, les usines ont pu parfois fermer, alors que les bureaux R&D restent ouverts, tout simplement parce qu'on peut aussi travailler à distance. Il n'y a plus de problème là-dessus. Minimisation du risque d'accident de travail aussi, même si des fois on aimerait pouvoir bouger un peu plus, mais ça c'est autre chose. Et ensuite l'image. Donc l'image, vous voyez les images qu'on produit, hein, donc avec la simulation. Après, ça sera libre à vous de les utiliser ou non pour du marketing, selon la stratégie de votre entreprise. Mais c'est vrai que ça donne toute une bibliothèque d'images percutantes et ça peut être surtout un marqueur de performance, d'innovation. On voit beaucoup d'entreprises, et notamment des entreprises renommées, qui participent à toutes ces conférences pour montrer ce qu'ils arrivent à faire et à quel point leur produit est vraiment hors norme. Et ils mettent en avant leurs compétences avancées en simulation, en compréhension des phénomènes physiques pour le prouver. Donc ça peut être aussi voilà, un vecteur de communication efficace. Voilà. Puis si jamais tout ce que je vous ai présenté, ça vous a plu, vous voulez vous lancer là-dedans, on a plusieurs formations qui sont disponibles. On en a une par exemple le 17-18 juin, mais il y en aura une autre aussi très souvent courant juin. Donc le mieux c'est de nous contacter, de ne pas rester bloqué sur ces dates-là, pour bien vous mettre le pied à l'étrier sur tout ce qui est calcul mécanique euh, sur l'horlogerie. Donc en fait, c'est 2 jours qui sont dédiés uniquement à des systèmes horlogers. Donc tel que celui-là ici présenté, avec un ressort fil, une bascule. On voit ici le descriptif des autres exercices, des sautoirs, des quantièmes, des chocs, du chassage de glace. Donc c'est uniquement des exercices horlogers sur de la statique. Et puis au-delà de ces formations-là, on en a d'autres, hein, sur de la dynamique, etc. Le mieux, c'est de nous demander sur les disponibilités ou alors on organise quelque chose pour vous. Euh, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on vous présente tout ça. Peut-être une information ouais, supplémentaire, voilà, c'est si vous avez des questions sur tout ce qui est voilà, comment utiliser un TIS, comment ça se passe pour se lancer là-dedans, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Puis basé en Romandie, ça sera ma collègue Nico Rakai qui répondra à toutes vos questions.